Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier point de vue de la semaine. Nous allons débattre en toute liberté des sujets d'actualité du moment et comme d'habitude, nous n'en manquons pas. Nous allons nous interroger sur la manifestation des fonctionnaires. Toutes les organisations syndicales appellent demain à une grande mobilisation. Est-elle légitime? Eh bien, ça peut ne paraître pas évident, mais après tout, on va en parler. Chacun pourra se faire son opinion. Nous allons parler des signes extérieurs de richesse, les voitures de luxe, les chevaux de course et puis les fameux yachts. Faut-il taxer ou non ces yachts? Faut-il les faire revenir dans l'impôt sur la fortune? Le débat fait rage jusque dans la majorité et dans le gouvernement. Nous allons en parler. Nous parlerons aussi du feuilleton des expulsions dans le parti des Républicains. Vous savez que le Premier ministre est toujours membre des Républicains. Est-ce que ça pose un problème, sachant qu'il est également le chef de la majorité? Nous en parlerons, comme nous parlerons des Bleus, de l'équipe de France qui est entre deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Et si je dis une bêtise, vous me corrigez parce que ce n'est pas ma spécialité. Et nous parlerons enfin, pour lui rendre hommage à ce cher Jean Rochefort, cet immense acteur français qui vient de disparaître. Nous le ferons avec le docteur Patrick Pelloux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Votre ouvrage « L'instinct de vie » est paru il y a quelques mois maintenant, aux éditions du Cherche Midi. Frédéric Dabi, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'Institut IFOP. À vos côtés, Yves Tréhard, qu'on ne présente plus, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, qui est chez lui dans ce studio, et dans les autres d'ailleurs. Et bienvenue aussi à Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Vous êtes aussi l'animateur de Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Votre dernier ouvrage, 1917, l'année qui a changé le monde, est paru l'année dernière aux éditions Perrin. Intéressons-nous, si vous le... Et puis non, avant de nous intéresser au sommaire, je voudrais rendre un hommage aux journalistes du Figaro qui ont été à l'honneur ce week-end. C'était lors du prix Bayeux des correspondants de guerre. Hommage que nous rendons à notre confrère Samuel Forêt, qui a remporté le prix de la presse écrite pour un papier absolument remarquable sur la bataille de Mossoul en Irak, bataille où il a fallu perdre la vie car il y a eu une bombe qui a explosé juste à côté de lui. Et puis un grand coup de chapeau aussi à Antoine Agoudjian, qui est l'un des photographes du Figaro Magazine et qui a obtenu le prix du public sur ce même sujet de la bataille de Mossoul. C'était un reportage extraordinaire qui est paru il y a quelques mois dans les colonnes du Figaro Magazine. Voilà, cet hommage mérité ayant été rendu, je vous propose de nous intéresser à l'actualité du jour, plutôt à celle de demain, puisque c'est demain que les fonctionnaires se mobilisent, sont appelés à manifester. Du côté des syndicats, on y croit à fond, car pour une fois, il y a une unité chez les syndicalistes, chez les centrales syndicales plus exactement, sur ce sujet. Je vous propose d'écouter successivement l'optimisme de Philippe Martinez, le patron de la CGT, et celui de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Pourquoi ça va marcher demain? C'est parce que toutes les organisations syndicales, toutes appellent à manifester. On est plus efficace quand on est uni que quand on est divisé. Ce serait pas mal l'unité d'action quand même. Et les grands mouvements sociaux, ils naissent quand on s'y attend pas souvent. Alors, comme il n'y a pas de boule de cristal sur ce plateau, on ne va pas dire si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, on n'en sait rien. Mais est-ce que ce mouvement, il est légitime, Patrick Pelloux? Il est légitime sur les conditions de travail qu'il y a dans les fonctions publiques. Si on prend celles dans les hôpitaux et avec la dégradation qu'il y a sur les conditions de travail dans les hôpitaux, on sait que la contestation, elle est sourde et elle monte en puissance. Je crois que ce qui va faire justement le succès, c'est justement que toutes les différentes branches qui constituent la fonction publique, que ce soit l'éducation, que ce soit la police, que ce soit les différents corps territoriaux, à force d'avoir raboté les budgets et de dire qu'il fallait faire toujours avec moins, toujours plus avec moins, je pense que ça a fait monter en puissance une très grande contestation par rapport au gouvernement et à l'État. Pas forcément d'ailleurs à ce gouvernement-ci, mais à ceux au précédent des 20 dernières années. Et il y a un ras-le-bol parce qu'en effet, travailler dans la fonction publique, contrairement à ce que certains disent, c'est pas des feignants, c'est des gens qui ont beaucoup de courage, c'est des gens qui essayent de faire fonctionner l'ensemble des rouages de l'État. Mais c'est vrai, pour prendre ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la fonction publique hospitalière, c'est vraiment très fatigant de travailler quand vous avez de moins en moins de moyens et avec des règles du jeu qui sont parfois contradictoires avec
avec la volonté de développer le service public ou de le rendre moderne, puisque pour ce qui est des hôpitaux, on a des règles qui nous mettent en concurrence les uns avec les autres, alors qu'on devrait être vers la coopération. Yves Tréhard. Bon, on ne va pas commenter la journée de demain, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Depuis 30 ans, il y a des journées d'action. Alors c'est vrai, on va nous dire, là, ils sont tous unis, les syndicats. C'est la première fois depuis 10 ans. Hein. On va voir si ça va être un succès ou pas. Moi, ce que je reproche, si vous voulez, ils ont des raisons légitimes, c'est ça la question, hein, légitimes. C'est vrai qu'il ne les a pas ménagés, hein, jour de carence, il veut supprimer des postes de fonctionnaires, et il supprime aussi, même si ce ne sont pas des emplois publics, mais ça l'est quand même, parce qu'ils sont financés par l'État, les emplois aidés, il veut revoir les retraites, enfin il y a un dispositif qui, somme toute, n'est pas très pro-fonctionnaire, il les protège moins, en tous les cas, que son prédécesseur. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'il faudra, une fois pour toutes, et je rejoins Patrick Pelloux là-dessus, qu'on sache précisément à quoi sert la fonction publique dans ce pays. Alors il y a 3 fonctions publiques, il y a la fonction publique hospitalière, qui est pressurisée, c'est vrai que c'est compliqué, parce que l'orientation des patients est mauvaise. Moi je prends ce que je connais, c'est-à-dire les urgences. Si vous arrivez aux urgences, c'est la cour des miracles, avec des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, entre le bobo et puis la personne qui est gravement blessé. Le bobo, c'est la maladie, hein, c'est pas la personne. Voilà. Oui, les bobos ont encore le droit d'aller aux urgences. Oui, pas les bobos. non, mais on ne se permettrait pas. Enfin, non, mais je finis, parce que ça, c'est à force de digression... Pardon. La fonction publique territoriale, dont on nous dit, statistiques à la main, qu'elle a considérablement augmenté de façon d'ailleurs tout à fait indécente et qu'elle participe beaucoup au déficit public, et puis la fonction publique d'État, qui est la principale concernée d'ailleurs demain, même si toutes les fonctions publiques eh bien, vont manifester. Ce qu'il faudrait, et c'est pour ça que je trouve que la réforme des collectivités territoriales a été très mal engagée, parce qu'on a pris le problème, mon cher Frédéric, par le bas. C'est-à-dire qu'on a dit... On va voir ce que fait la mairie, ce que fait le conseil départemental, ce que fait le conseil régional. Or, la première des collectivités territoriales, c'est l'État. Tant qu'on n'aura pas réfléchi aux fonctions qui incombent à l'État, eh bien, on ne pourra pas réorganiser notre pays et on ne pourra pas réfléchir aux missions de la fonction publique. Donc vous nous dites, c'est légitime pour la fonction publique hospitalière, ça l'est moins pour les autres fonctions publiques. Il faudrait rentrer dans le détail, mais c'est vrai que quand on rentre dans un hôpital, on a quand même... On a quand même à s'inquiéter. L'idée, si vous voulez, c'est que personne n'a jusqu'à présent dit il faudrait revoir le mammouth d'en haut, hein, et puis essayer de voir quelles sont ces missions. Des exemples que vous connaissez bien, les pays scandinaves dans les années 90 et le Canada, ils étaient en déficit chronique, ils ont pris le taureau par les cornes, ils se sont dit il faut qu'on réorganise complètement notre pays. Ils ont dit quelles sont les missions prioritaires de l'État. Et à partir de là, eh bien, ils ont taillé dans certains budgets où l'État n'avait rien à faire. Ils ont consacré plus d'argent à l'éducation, à l'innovation, et tout ça. Et ils sont repartis de plus belle avec des... Voilà, il faut dire que là, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe cette fois-ci, puisque je crois que l'année prochaine, il y a 1500 fonctionnaires de moins dans le budget au niveau étatique. Il va falloir ils en avaient promis 110 000, il en reste quelques-uns. Et puis, autre incidente, la Cour des comptes a dit, attention, il n'est pas vrai de dire que les fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat, parce que à la fin du quinquennat de François Hollande, ils ont eu d'abord une hausse du point d'indice, qui avait été gelé précédemment. Voilà. Et puis, il y a eu un accord sur les carrières qui fait que ça a plus que rattrapé. C'est le gel qui compte. Attendez, ils ont des primes, ils ont des avancements. Et le glissement vieillesse-technicité, le fameux GVT. Frédéric Dabi, vous avez envie de défendre les fonctionnaires, on l'entend. Alors allez-y, vous avez la parole. Non, mais je partage ce qui vient d'être dit. Ce qui est vrai, c'est que est-ce que ce mouvement est en fait justifié de la part des Français? Sans doute, puisque très souvent, ils pensent plutôt, quand on dit fonctionnaire, à l'agent hospitalier, à la fonction publique hospitalière. C'est vrai que c'est une catégorie qui, d'une manière générale, se vit comme la mal-aimée du quinquennat. Lorsqu'on regarde tout simplement, indicateur de popularité IFOP, JDD, la catégorie plus que la droite, et ça sera notre autre sujet, où Emmanuel Macron a le plus baissé depuis le début du quinquennat, c'est ces 18 points perdus chez les salariés du secteur public et les fonctionnaires, ce qui a été vu comme une surprise pour eux, puisqu'ils sont peut-être trop focalisés sur l'offre programmatique extrêmement musclée de François Fillon, les moins 500 000, ils n'ont peut-être pas vu le programme d'Emmanuel Macron, qui est arrivé, il faut bien le dire, en tête
des agents de la fonction publique au soir du premier tour, faisant un petit peu mieux que Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que de ce point de vue-là, on avait mesuré il y a 3 semaines la légitimité, est-ce qu'il est justifié, du premier mouvement contre la loi du Code du travail. Il était jugé justifié par une majorité de Français, mais nettement moins que pour la loi El Khomri. Là, il s'agit de fonctionnaires visibles sur le terrain où les Français peuvent être un petit peu schizophrènes. On leur demande, faut-il faire des économies sur la fonction publique? Ils disent oui. Et lorsqu'on leur dit concrètement, OK, on va fermer l'hôpital de Die, c'est un exemple que je cite souvent, on a eu 3 fois le nombre d'habitants de la ville qui sont allés en fait manifester. C'est un sujet relativement compliqué. C'est dans la Drôme. Dans la Drôme. Très bien. Dans la Drôme, ouais. Jean-Christophe Buisson. Moi, je crois que cette manifestation a surtout une valeur symbolique, politique. Première chose, c'est de montrer que les syndicats, effectivement, peuvent, à un moment donné, être unis, ce qui n'est pas le cas depuis des années. Deuxième chose, c'est de dire qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui a le monopole de la contestation des mesures de ce gouvernement, du Code du travail, etc. Donc c'est important pour eux. Mais ça n'ira pas au-delà, pour une raison très simple, c'est que ces gens-là se rendent bien compte que le gouvernement Macron a demandé, enfin Philippe a demandé à des efforts absolument à tout le monde, et qu'il n'y a aucune raison pour que les fonctionnaires échappent aux efforts qui sont demandés à tous les Français, d'autant moins de raison que si on commence à creuser un petit peu, vous le savez très bien autour de cette table, les fonctionnaires ont un certain nombre, pardon pour le mot, de privilèges qui n'existent pas dans le privé, notamment sur les régimes des retraites, sur le fait que pour la retraite d'un fonctionnaire, on prend les 6 derniers mois 75% de leurs revenus, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Donc on sait très bien que si on gratte un peu, on va pas s'apercevoir, et surtout dans la SNCF, dans la RATP, qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages, si vous voulez pas dire privilèges, dans la fonction publique, qui n'existent pas dans le privé. Oui, comme par hasard. Et par ailleurs... On parle des agents plutôt. Absolument. La catégorie C a quand même beaucoup moins de privilèges. Et par ailleurs, d'ailleurs, demain, comme il n'y aura pas de perturbations énormes dans la SNCF et la RATP, ça ne va pas beaucoup se voir. Donc on va voir effectivement 2-3 manifestations. D'ailleurs, vous vous rendez compte que les leaders, s'ils manifestent... Ils manifestent pas physiquement ensemble. Il y en a un qui est en Vendée, l'autre qui est à Paris, le troisième à Marseille. Donc on voit bien que c'est une valeur symbolique, surtout politique, encore une fois, pour dire, nous les syndicats, on a une justification. Mais quand vous avez un pays où il y a 5 millions de chômeurs et que vous êtes fonctionnaire, c'est-à-dire que vous avez un emploi garanti à vie, alors que dans les autres pays, c'est quand même la plupart du temps chez les fonctionnaires des contrats de droit privé, vous n'en rajoutez pas non plus, d'autant que tout le monde, encore une fois, fait des efforts, les retraités, et que le gouvernement, d'ailleurs, ne craint moins les manifestations de fonctionnaires que les manifestations d'étudiants que la France insoumise essaye de chauffer à blanc en ce moment. Donc c'est pour ça que je pense que cet événement est politiquement, symboliquement intéressant, mais ça ne va pas être ce que dit Martinez, pas une déferlante, il n'emploie pas le mot, mais une grande mobilisation. Est-ce que vous voulez répondre, Jean-Christophe Buisson, à Gepetto? Non. Je pense que c'est un pseudonyme qui nous dit sur le chat du Figaro, si la place est si enviable, pourquoi y a-t-il pénurie au concours des professeurs, par exemple? Ah ben oui, mais alors ça, c'est à chaque fois le débat sur les fonctionnaires. Chacun prend son... Patrick Pelloux a tout à fait raison de parler des fonctionnaires dans la fonction hospitalière. Mais si on parle des fonctionnaires dans la territoriale, c'est pas la même chose. D'ailleurs, on se souvient bien que Fillon arrivait en tête dans une intention de vote des fonctionnaires à un moment donné de la campagne présidentielle. Pourquoi? Parce que... Oui, si, en novembre dernier. Alors ça, je vous garantis. Ah oui, d'accord. En novembre. Au mois de novembre, avant son programme. Avant qu'il ait dit qu'il voulait... On savait déjà qu'il voulait supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires. Il a fini à 10% chez les avant fonctionnaires. chiffre. Oui, mais c'est pas que parce qu'il annonçait des purges chez les fonctionnaires. Donc Jean-Christophe Buisson était en train de répondre à Gepetto. À chaque fois, effectivement, les fonctionnaires, il y a 1000 sortes de fonctionnaires, et encore une fois, il y a des fonctionnaires qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'il faudrait moins de fonctionnaires dans certains endroits, qui est une sorte d'inutilité, de mammouth qui existe. Donc, dans la fonction publique, celle qui concerne en tous les cas l'éducation nationale, le mécontentement, il n'est pas tant sur les conditions de vie, de rémunération, tout ça, c'est aussi sur le changement des programmes. Ce en quoi M. Blanquer, et là je pense qu'avec Patrick Pelloux, on ne va pas être d'accord, mais je pense que Blanquer a raison sur les programmes, parce qu'il revient à une espèce de forme que certains appelleraient réactionnaire, mais il a bien raison d'être conservateur sur ce plan-là, et que ça déplaît à une partie du corps enseignant qui, lui, veut encore bricoler avec ses formules pédagogistes qui sont criminelles pour les enfants. Il faut employer les grands mots parfois. Moi, je ne suis pas spécialiste sur la pédagogie, la méthode pédagogique, mais je pense qu'en effet, il a raison de revenir à des... Mais surtout sur la situation des fonctionnaires. Et sur la situation des fonctionnaires, je pense que d'un coup, et pour un peu répondre, l'objectif qui était de dire 12 élèves par classe dans les zones, et puis, moi ça me paraît une nécessité évidente. Bon, ça aurait dû, voilà. C'est tout le monde. Mais ça veut dire d'embaucher des gens, mais d'embaucher aussi et que les gens aient de bonnes conditions de travail. Alors,
C'est un petit peu la problématique qu'on a, mais je crois que vous avez raison. La discussion extrêmement contemporaine, c'est quel est le rôle de l'État et comment il le fait. Éric nous dit sur la toile, il faut aller vers le système anglais, tout doit être privé. Mais non, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont les trains qui déraillent. Et alors allez vous faire soigner en Angleterre. Tiens, alors là, allez voir les services d'urgence à Londres. C'est une catastrophe. C'était pour nourrir le débat. C'est une catastrophe. Les Anglais en reviennent. Bien sûr, ils en reviennent. Mais je pense que c'est la provocation. De toute façon, les Anglais vont vite s'apercevoir qu'ils ont fait une connerie avec le Brexit. Mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est ça le problème, c'est qu'il y a plusieurs fonctions publiques. Cela dit, ce qui marche le moins bien, peut-être dans les... La modernité, c'est de savoir, voilà, ok, il nous faut une fonction publique pour la police, pour la justice, pour l'armée, pour savoir est-ce que dans les transports, est-ce qu'on fait du transport, est-ce qu'on n'en fait pas. Moi, à mon sens, il faut faire du transport et du transport de proximité. Mais comment on le fait? Et une fois qu'on a ces volontés, qu'on sait qui va les payer, parce qu'entre les collectivités territoriales, l'État, qui paye et comment, on peut moderniser le truc. C'est un peu ça, parce que en fait, cette manifestation, elle a été attendue. En gros, elle est attendue depuis des années. Parce que ce qu'on demande, en plus de ça, ce qu'il faut voir, ce qu'on demande, la tâche qu'on demande aux fonctionnaires, des fois, elle est de plus en plus importante. Quand on prend les fonctionnaires territoriaux avec le développement des personnes âgées à domicile, qui est d'ailleurs un gisement d'emploi, parce qu'il y a aussi cette contradiction. Il y a plein de choses que l'État fait où on pourrait embaucher, mais ils ne veulent plus embaucher parce que justement, il y a ce fameux dogme qui est de dire qu'il faut enlever de masse salariale de plus en plus des fonctionnaires. Or, il y a des tas de secteurs, notamment pour le maintien à domicile des personnes âgées, où on peut développer l'emploi. Frédéric Dabier, est-ce qu'on a déjà sondé les Français sur ce qu'ils pensaient du fameux jour de carence? C'est-à-dire que ce jour de carence, ça fait que dans le privé, on attend une journée avant d'être couvert si on est malade par le système de protection de congé de maladie. Et pour les fonctionnaires, ça avait été supprimé par le gouvernement Hollande. C'était revenu supprimé sur Hollande. Absolument. Et à nouveau supprimé par Emmanuel Macron. Je crois qu'on l'avait testé pour le Figaro. Il y a un soutien massif au rétablissement du jour de carence. On est contre en fait la suppression. De ce point de vue-là, il y a même donc on dit qu'il est normal là pour le coup que le public soit traité comme le privé. Voilà, c'est vraiment au nom de l'équité publique-privée. Eh bien, écoutez, ça nous... Surtout qu'il faut le dire, mais ils sont pour la suppression. Oui, tout à fait. Ah oui, sur la suppression. Voilà. Il faut dire quand même que dans le privé, c'est pris en charge aux 2 tiers par les complémentaires santé. Souvent, ça dépend aussi effectivement du régime de protection dont on... Et pour rassurer les fonctionnaires inquiets, le gouvernement a déjà annoncé que pour compenser effectivement l'augmentation de la CSG qui est compensée dans le privé, on allait revoir le système de primes et que tout ça allait bien se passer. Mais qu'il n'y aurait pas effectivement de gain. Les primes, c'est un leurre. Ah bon. La prime est un grand leurre. Parce que d'un coup, je vous donne une prime. Sauf quand vous la touchez. Non, parce que tu ne cotises pas forcément sur la retraite, sur la prime. La prime, elle arrive, elle est exceptionnelle, et généralement, on la redonne aux impôts. C'est pour ça que c'est une couillonnade, le système de prime. Là, je le vois, il y a les anesthésistes, pour avoir de l'attractivité dans les hôpitaux, ils ont demandé des systèmes de primes. Je leur ai dit, mais vous êtes complètement stupides, les primes, vous allez les redonner aux impôts. Et alors, c'est évident, c'est tout bénéf pour Bercy, qui leur donne des primes. Donc, ils vont arriver. Mais bien sûr que non. Et ça ne compte pas pour le calcul de la retraite. C'est donc une vaste fumisterie, les primes. Bonsoir. Bon, alors je pense. Alors la transition entre les primes des anesthésistes et les yachts ne saute pas aux yeux, donc je ne la ferai pas, parce qu'à mon avis, il en faut des primes pour s'acheter un yacht. Voilà, surtout quand il fait plus de 24 mètres de long ou de 30 mètres, parce qu'il y a débat pour savoir à partir de quel niveau il faut les taxer. Je vous rappelle la polémique du moment. Il y a un nouvel impôt sur la fortune qui va s'appeler l'ISI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc, si c'est que sur l'immobilier, ce ne sont pas les signes extérieurs de richesse, les yachts, les voitures de course et autres chevaux. Eh bien, est-ce que c'est légitime ou non? L'objectif, en tout cas, on le connaît, c'est d'arrêter de faire fuir les riches. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, c'est une priorité. Il l'a dit ce matin sur Europe 1. S'agissant de l'ISF, on sait des choses. On sait que ça fait partir des contribuables riches et que donc ça appauvrit la richesse nationale. On le sait. Ça, c'est pas un pari. C'est un fait. Parce qu'ils partent de façon continue depuis 15 ans. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est d'abord que les plus riches cessent de partir, premier point. Et deuxièmement, qu'on fasse revenir en France des plus riches, qu'ils soient français d'ailleurs ou étrangers, parce que quand ils viennent s'installer en France, ils augmentent la richesse globale. Alors avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter l'exact inverse de la démonstration du Premier ministre. Retrouvons notre cher ami Philippe Martinez, qui est toujours secrétaire général de la CGT et qui était ce matin sur France Info.
l'industrie. Quand on dit depuis 20 ans que l'ISF a fait fuir des fortunes, vous trouvez que c'est faux? Vous C'est pensez faux. que c'est faux? C'est faux, c'est faux. Le fait que les riches payent des impôts à la hauteur de ce qu'ils ont, oui, c'est une mesure de justice sociale. Alors, ici, on n'est pas assez riche pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai qu'on quitte la France quand on a beaucoup d'argent. Et puis après tout, de toute façon, il y a un débat d'experts là-dessus. Donc, je vous propose qu'on se focalise plutôt sur cette mesure symbolique de l'ISF, notamment sur les signes extérieurs de richesse, comme une mesure de justice sociale, pour ce que dit Philippe Martinez. Yves Tréhard, a priori, est-ce que les riches, c'est fait pour payer? Non, pas du tout. Et je vais vous dire une chose, l'argent qui est mis pour acheter une voiture de luxe, on va dire, pour acheter un yacht, pour acheter un cheval, pour acheter des lingots d'or, c'est un argent qui a déjà été imposé une première fois. Donc c'est double peine, puisqu'on aime bien les formules dans ce pays, double peine pour ceux qui achètent ce genre de biens. Première chose. Deuxième chose, ils sont déjà taxés, ces biens. Vous achetez une voiture de luxe, elle est taxée à hauteur des chevaux qui sont affichés. Vous achetez un cheval de course au Yearling de Deauville, vous partez pas comme ça, vous payez une taxe qui est forte. Vous achetez un yacht, c'est pareil. Donc, on est dans un pays, qui n'aime pas l'argent, qui a une attitude détestable vis-à-vis de gens qui ont bien gagné leur vie, qui réussissent et qui veulent se faire plaisir en achetant une voiture de luxe. Donc ça, il y a une espèce de jalousie qui est entretenue dans ce pays, qui est un vieux rapport à l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal à l'argent et à la fortune dans ce pays, et je souhaite à tout le monde d'être milliardaire, de gagner très très bien sa vie et de payer le plus d'impôts possible, parce que quand vous gagnez bien votre vie, vous payez beaucoup d'impôts. C'est François Mitterrand. François Mitterrand avait un rapport détestable avec l'argent. Quand il allait faire les bouquinistes sur les quais des rives de Seine, eh bien, il n'avait jamais d'argent pour lui pour acheter. C'était toujours Kiechman qui sortait son portefeuille pour lui acheter un bouquin à 15 €. Parce que l'argent, c'est sale. Parce que, à 15 € un peu plus. À 15 francs à l'époque. Mais vous savez, il y a une chose qui est détestable dans ce pays. On est un vieux pays aristocratique où on préfère les gens qui ont des diplômes, mais qui sont bêtes comme leurs pieds, mais qui ont des beaux postes, à des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui gagnent très bien leur vie et qui font vivre des centaines, parfois des milliers de gens. Et on est comme ça. On est un pays. C'est ce qu'un grand sociologue, Philippe Diribarne, a appelé dans un livre magnifique qu'il a écrit il y a 7 ou 8 ans, l'étrangeté française. On est encore là-dedans. Et vous, Jean-Christophe Buisson, vous avez des diplômes, vous n'êtes pas bête comme vos pieds, mais est-ce que vous aimez l'argent? Non, mais c'est vrai que l'idée de faire payer les riches, c'est quelque chose qui paye, c'est le cas de le dire, médiatiquement, politiquement, mais pas économiquement, pardon. Et c'est ça qui m'étonne chez Philippe Martinez, qui devrait vénérer le Front Populaire en tant que secrétaire général de la CGT. Il le sait qu'une partie de l'échec du Front Populaire en 1937 est imputable au fait, et c'est pas une bonne chose, que les riches sont partis. Les riches sont partis parce qu'en décembre 1936, le Front Populaire a décidé de les taxer 50, 60, 70, 80, 90%. Ça a fait fuir cette fortune. À l'époque, c'était en Suisse plutôt. Et cet argent a aussi manqué aux caisses de l'État, au Front Populaire, qui a perdu sa majorité en 1937. Alors, il y avait d'autres raisons. Il y a un contexte international. Non, mais je suis pas idiot. J'ai des diplômes, mais je suis pas totalement idiot. Il était un peu historien. Le fait est que c'est une réalité. Je crois que Roosevelt, à la même époque, a aussi taxé exactement. à 90% les riches. C'est une période particulière. Oui, bien sûr, en 37. Absolument. Mais a contrario, prenons l'exemple de Reagan dans les années 80, sous la pression de l'affaire, avec la fameuse courbe de l'affaire, qui lui a dit un jour, mais si on taxe moins les super riches, finalement, ils vont rester dans le pays, ils vont investir d'autant plus. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est comme ça que les États-Unis sont sortis de la crise des années 80. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler une chose, et ça, il faut le mettre au crédit d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire comprendre aux Français qu'être riche, c'est pas forcément être un ignoble individu, que M. Muniès, patron de Auchan, fait travailler 280 000 personnes, que M. Arnaud de LVMH fait travailler 80 ou 100 000 personnes, que les riches aussi ont des grandes entreprises qui font travailler beaucoup de gens. Donc, sans parler de leur fortune privée, les riches servent aussi à ça en France. Et si on arrive à changer quand même un petit peu l'idée que richesse égale ignominie, c'est quand même une bonne chose et c'est, à mon avis, plus efficace économiquement. Merci Jean-Christophe Buisson. Et on me signale en régie qu'il y a un flot d'émoticônes cœur qui sont apparus au moment où vous avez dit qu'il fallait aimer les riches. Donc, Jean-Baptiste Émergent du Figaro.fr scrute pour nous riche, les réseaux sociaux. Non, mais le pauvre, il n'a pas été en
approché depuis assez longtemps au Figaro pour ça. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on dit sur ce sujet, sur les réseaux sociaux? Justement, écoutez-moi. J'ai Serge qui donne de bonnes initiatives. Serge. Donc il nous confie sa stratégie. Je vais vous faire immatriculer mon yacht à Malte, ma voiture de luxe en Roumanie et les lingots d'or, je les planque au chaud au Luxembourg. Donc avec un peu plus d'aigreur, j'ai un autre Crabe qui, lui, c'est ridicule de taxer les yachts. Pour Crabe, donc oui, il exagère, tout va passer sous pavillon étranger, Macron sera content avec ses amis les riches. Donc là, il y a toute la rhétorique, les amis les riches de Macron, et c'est toujours intéressant de voir les extrêmes qui se rapprochent. Et donc Bernard lui dit que c'est quasiment du bruit, qu'il n'y a aucune analyse, ça ne sert à rien. Nul sans effet, ça amuse la galerie. Pour Guy, plus féroce, le journaliste Frédéric Pommier qui dit « On exclut les yachts de l'ISF et en même temps on stoppe la prime au vélo électrique. Make our planet great again, mais seulement le mardi. » Ça, c'est « Make our great again ». C'était vraiment le moment fort d'Emmanuel Macron. Enfin, Serge, toujours le même, crie à l'arnaque. Cette taxe sur les yachts ressemble à la vignette auto de 1956, censée participer au financement des retraites. Ça, alors lui, il dit 56. Ah, il y a peut-être une première à ce moment-là. Peut-être, mais c'était 74. Docteur Pelou. J'ai une petite question. Ah pardon, J'ai une petite question pour oui. vous, Guillaume. À votre avis, combien y a-t-il de yachts taxables? Alors il y a un débat. Moi j'ai écrit dans le Figaro Magazine qu'il y en avait 79 de plus de 24 mètres, mais apparemment c'est moins que ça. Alors, moi encore. j'ai lu qu'il fallait que ça fasse plus de 30 mètres et c'était une trentaine. Et il en a été vendu un en 2016. Donc en fait, on débat pour Patrick 30 Pelou. personnes. D'accord. Qu'on est en train de montrer du doigt, et je ne supporte pas ça, en fait. Ce côté, on va montrer 30 personnes qui ont en effet travaillé ou qui ont eu de la chance de pouvoir se payer ça, et on les montre à la vindicte populaire. Ça, pourquoi pas les fourches codines, et puis allons-y, quoi. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça, c'est trop violent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il faut augmenter la richesse intérieure de ce pays. Il y a des choses qui me semblent évidente mais de toute façon c'est le cas, tout le monde paye des impôts, les riches payent des impôts, qu'on augmente ce qui avait été fait sous le début du quinquennat Hollande où ils avaient augmenté les impôts des riches, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'économie? Pas grand-chose. Donc c'est ça le problème. Alors il faut les taxer, mais tout le monde paye des impôts. Il faut, de toute façon, à mon sens, il faut que tout le monde, même symboliquement, paye l'impôt parce que c'est ce qui fait ta place dans la société. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, notre principal problème, il n'est absolument pas là. Nous sommes étranglés par une dette, parce que des accords internationaux au niveau européen nous ont étranglés et ont fait qu'on a perdu notre pouvoir souverain sur la dette. Ce qui fait qu'on n'est plus maître de ce que... Donc cette dette, pratiquement inexorablement, elle va augmenter. Ils vont nous faire le coup, on pourrait prendre ce débat dans 50 ans, je pense que les suivants, ils auront le même problème. On ne résout pas le problème. Donc à chaque fois, là on s'étrigue pour 30 types qui ont des yachts, c'est complètement débile d'avoir un yacht, mais bon, ils ont ça, tant mieux, ça fait, comme tu dis très justement, ça fait travailler des gens, d'accord, ça c'est très bien, etc. Le problème n'est pas là, le problème est d'augmenter la richesse du pays, de faire qu'on garde la sécurité sociale, d'avoir des valeurs qui sont tenues économiquement, et qu'il y ait en effet que les impôts rentrent, mais que les impôts rentrent pour développer le pays et ne rentrent pas pour payer une dette où plus personne sait, en fait. C'est ça la vérité. Je ne suis pas économiste, mais il n'y a aucun économiste qui est d'accord sur la valeur de la dette, qui passe son temps et on ne sait plus à qui on paye la dette. En fait, on paye la dette aux assureurs et aux banquiers. C'est ça qui ne va pas. Mais ça n'a rien à voir avec ces pauvres gens qui, finalement, ont des goûts et tout le monde a des goûts. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, comme disait Georges Wolasky, rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Donc, en effet, il faut que tout le monde ait un yacht. Voilà. La vérité m'oblige à dire que Patrick Pelou vient de détrôner Jean-Christophe Buisson pour le nombre de cœurs depuis qu'il a défendu les propriétaires de yachts. Frédéric Dabi, qu'est-ce qu'en pensent les Français? C'est clair que, pour reprendre le titre du livre, L'étrangeté française, il y a une spécificité française qui est la passion de l'égalité, la haine de l'injustice. Et c'est vrai qu'on avait fait une enquête pour la Fondation Jean Jaurès en 2010, qu'on a refaite il y a quelques années. C'est une enquête internationale. C'est en France qu'on a le sentiment que les inégalités sont les plus importantes. Dans ce cadre, taxer les riches, même s'il y a peut-être une efficacité économique peut-être faible, symboliquement, ça paye. Et ça me rappelle ce qu'on a connu lors du quinquennat de François Hollande, lorsqu'il a repris pied dans la campagne, au moment d'un petit trou d'air en février, sur la taxe à 2012. En 2012. La taxe de 75%, où il y avait un danger, en fait. Mélenchon, il a refait un coup de barre à gauche. Là, on parle de très peu de personnes. Je pense que les signes extérieurs de richesse, le fait de taxer 30 personnes, les Français
ne sont pas là-dessus. Par contre, la suppression de l'ISF, même si on le remplace par un ISI, c'est un risque pour le gouvernement. On se souvient que la défaite de Chirac en 88, c'était la suppression de l'IGF à l'époque. Pas uniquement, mais ça a permis à François Mitterrand, parce qu'on parle beaucoup de lui, de placer... Les yeux dans les yeux. Voilà, Jacques Chirac, il y avait d'autres sujets, bien sûr, de placer Jacques Chirac et sa majorité RPR-UDF de l'époque dans le camp des riches, des possédants. Après, il y a eu les noyaux durs, les privatisations. On est dans cet imaginaire français-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une partie des Français qui considèrent qu'Emmanuel Macron réforme, transforme le pays. L'ISF passe peut-être mal, mais ça faisait partie de son programme. Et donc, de ce point de vue-là, ça passerait peut-être mieux. Mais il y a un risque pour lui, un risque d'opinion, parce que l'ADN électoral d'Emmanuel Macron, c'est quand même 50% d'électeurs de François Hollande qui ont voté pour lui au premier tour. Ce qui est terrible, c'est que, en fait, ce sont les riches, je dirais, le bon père de famille... qui est aisé, bourgeois, qui a un bel appartement, qui va payer, justement, qui va continuer à payer l'impôt sur la fortune. Mais je sens qu'Yves Tréhard veut lui aussi avoir son flot de cœur et de pouces levés. Oui, c'est pour mais ça que vous allez les avoir, de... sûrement. Je vous propose de nous intéresser maintenant aux Républicains. Des pouces levés aux Républicains, et en écoutant Éric Woerth, le député de l'Oise, qui est aussi le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et qui s'en est pris ce matin au talk Le Figaro au Premier ministre, Édouard Philippe, en disant « Mais comment est-ce qu'on peut être Premier ministre et être en même temps dans un parti d'opposition ?» Il répondait à une question posée avec maestria par Yves Tréhard, ici présent. Regardez. Virer, c'est évidemment un terme agressif. Oui, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ils se sont sortis de Vous êtes pour, vous? Moi, je suis pour la clarification. Comment on peut être chef de la majorité, comme l'est Édouard Philippe? Alors, je ne sais pas si lui, il estime être chef, ou si la majorité estime que c'est son chef, mais c'est comme ça dans la Ve République. Comment on peut être Premier ministre, chef de la majorité, et en même temps membre d'un parti déclaré comme étant d'opposition? Et comme on a le goût de l'équité dans cette émission, nous allons maintenant entendre la défense d'Édouard Philippe, Premier ministre. J'ai jamais été très fan des ultimatums. Vous avez répondu aux dirigeants des Républicains? Non, je n'ai pas de commentaires à faire sur le fonctionnement des organisations partisanes. Donc, pour répondre à ma question... J'ai été fondateur de ce parti, enfin de ce qu'il était quand il a été créé. J'ai été premier directeur général avec Alain Juppé à l'époque. L'idée était de faire un grand parti de la droite et des centres, avec une base politique très large. Je l'ai vu s'étioler au fur et à mesure des années. Bon, Patrick Pelot, on n'y comprend plus rien. Hein. Non, c'est un chaos total. Mais donc, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les Français ont mis en place un président de la République et une majorité sans absolument savoir où on allait. Et maintenant, tout est pulvérisé. D'accord ? C'est pour ça que les Insoumis semblent être la seule opposition. Il n'y a plus de parti socialiste qui se préoccupe que de son environnement immobilier, si j'ai bien compris. Surréaliste avec les échéances qu'il y a, on ne les entend plus. La droite, elle ne sait plus où elle est. Vous avez qu'à voir, là, ils se demandent s'il faut congédier le Premier ministre des Républicains. Mais ça fait querelle de chapelle. On est loin de tous ces problèmes, on ne parle pas des véritables problèmes, mais surtout de croire qu'il y aurait une possibilité de recomposition politique qui ne serait plus ni la droite ni la gauche. Alors là, je rejoins pour le coup l'interview qui a été donnée par Dominique Strauss-Kahn la semaine dernière, c'est que de toute façon, là, il y a de toute façon une coupure entre la droite et la gauche. Et elle va se remettre en place. Le contresens, c'est que la bipolarisation, c'est fini. Oui. Mais le clivage gauche-droite, là Dominique Strauss-Kahn a complètement raison, on le voit dans énormément d'enquêtes de l'IFOP, le clivage gauche-droite est toujours là. Là, ce qu'on voit, c'est une situation ultra compliquée pour les Républicains, puisque l'espace des Républicains ne fait que se rétrécir, puisque la politique que les sympathisants de droite reprochent à la droite, c'est ce que fait Macron, vous ne l'avez pas fait par le passé. Ce qui est absolument inédit, c'est que le principal parti d'opposition, c'est quand même en nombre d'élus le parti des Républicains. Oui, et Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont largement majoritaires en termes de code d'avenir, de code de confiance ou de code
d'approbation. C'est là la vraie difficulté. Et donc maintenant, les congédier ou pas, ils auraient dû le faire très très vite et ils ont laissé pourrir les choses. Et puis ils voilà. Pas laissé pourrir, c'est Gérard Larcher qui les a Oui. empêchés en disant attendez, il y a les sénatoriales, on réglera ça après. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ils ne l'ont pas fait et ils sont dans un piège. Mais ça fait quand même 6 mois et 6 mois que le travail d'opposition n'est pas fait. Donc du coup, les extrêmes, par les insoumis, par 17 gueules. L'extrême, c'est pas idiot c'est l'extrême. l'argument, comme souvent d'ailleurs, l'argument de Frédéric Dabi en disant mais Édouard Philippe peut dire moi je fais une politique de droite, donc pourquoi voulez-vous que je démissionne de la droite? C'est ce qu'il a dit. Il s'est présenté comme un homme de droite le jour de la passation. Bercy est occupé par la droite. L'image du traître chez les gens de droite, pour Bruno Le Maire, pour Gérald Darmanin, pour Édouard Philippe, n'émerge absolument pas. Donc c'est là où c'est vraiment le corner dans lequel se trouve la droite. Macron a pulvérisé le PS pendant la campagne présidentielle. Il met en très grande difficulté les Républicains. Donc on ne les vire pas, Jean-Christophe Buisson, il faut les garder, il faut les garder, les Darmanin, les... C'est quand même un jeu de dupes, parce que Édouard Philippe, pourquoi il ne rejoint pas La République En Marche, comme l'a fait Bruno Le Maire, comme Darmanin, Le Cornu, ils sont sur le point de le faire. Et pourquoi Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de tradition d'exclusion dans les partis, dans ce type de parti. Ou alors, s'il y en avait une, c'était exclusion-réintégration. C'est-à-dire qu'il y avait une dissidence pour une élection, et on revenait après, une fois qu'on était élu, dans le parti. Il n'y a pas de tradition comme au Parti communiste ou au Front National, ou quand on exclut quelqu'un. Donc voilà, exactement. Donc on sait très bien que ce qui manque aujourd'hui, c'est une sorte d'UDF, et on raisonne comme s'il pouvait se créer une UDF, et on attend l'élection du président des Républicains en décembre, qui devrait être voqué pour clarifier les choses. Et en fait, Édouard Philippe, il dit aujourd'hui, virez-moi, et les gens à la tête des Républicains, en tout cas la commission, Patrick Collier, Le Callennec, etc., Leonetti, voilà, dit, vous n'avez qu'à partir. Donc chacun est sur ses positions, personne ne veut prendre la responsabilité de faire l'acte. Or, en politique, la politique, à un moment donné, c'est des actes, c'est du courage. Je pense que c'est très... tout ça est consciemment entretenu par Darmanin, par Édouard Philippe, c'est pour ennuyer les Républicains. Parce que, du coup, s'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, les Darmanin et autres, ils partiraient, ils feraient comme le maire. Mais là, ils restent parce qu'ils veulent que les autres prononcent le mot exclusion. Celui qui exclut, eh bien, c'est un coupeur de tête, c'est un fou qui est un vil, donc il est impopulaire. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Ce qui manque à l'heure actuelle à Édouard Philippe, c'est un parti politique derrière. Or, La République En Marche, il n'y a rien derrière pour l'instant. Ils ont beau faire des réunions entre eux, des réunions type Aware, etc., ça ne marche pas. Ils n'ont pas de stature politique derrière eux. Donc, plus ils jouent la carte, et probablement que c'est ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire une espèce de fracture au sein de Les Républicains, où il y ait plus de Les Républicains qui partent à La République En Marche, c'est peut-être ce qu'ils cherchent, parce qu'ils ont besoin de personnes qui connaissent l'appareil, l'outil du parti politique, parce que ça ne s'invente pas. Et là, évidemment, c'est pas en mettant des DRH qui feront un parti politique avec... Bien sûr, d'où les constructifs. Mais il va falloir qu'ils les entretiennent. Et ça, probablement que plus qu'on ne croit, les Républicains savent que s'ils laissent partir trop de gens ou s'ils en virent trop, ils vont avoir une élite qui va partir et qui va véritablement faire vivre, là, le parti La République En Marche. Et ça voudra dire, s'il se passe ça, ça voudra dire que Macron sera réélu. Les internautes, eux, sont assez partagés. Il y a Pierre qui nous dit « c'est pas mal d'avoir un Premier ministre DLR quand même », alors que Piotr est un peu plus radical et il nous dit « celui qui coupera la tête sera un leader. Sarkozy aurait réglé ce problème, à moins qu'il en ait été l'instigateur. » Qui aujourd'hui a l'autorité pour couper des têtes au sein des Républicains? Qui? C'est sûrement pas Patrick Collier qui a besoin de Macron pour le Grand Paris, pour les métropoles du Grand Paris, de discuter avec lui. C'est sûrement pas Isabelle Le Callennec, c'est sûrement pas Leonetti qui vont couper ces têtes-là. C'est pour ça qu'il y a une sorte de flou qui est maintenu jusqu'à l'élection. Il se trouve que si Wauquiez est élu, Wauquiez d'abord, ça ne dérangerait pas de virer les gens, d'une part, et ensuite, ça ne dérangerait pas grand monde de quitter un parti dirigé par Laurent Wauquiez. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a ce flou. C'est pour ça que mercredi, je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura des exclusions prononcées, parce que tout le monde attend que ce soit le grand méchant Wauquiez qui prononce les exclusions. Eh bien, nous verrons. Nous allons voir. On parle quelques instants de foot après la performance, paraît-il, un peu décevante, bien qu'ils aient gagné de la France face à la Bulgarie. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, vous savez, qui est en train d'essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et à chaque fois que je dis une ânerie, vous levez la main, parce que tout ça n'est pas ma spécialité. Eh bien, Didier Deschamps s'est défendu pour dire que finalement, c'était pas si mal. En tout cas, si j'ai bien compris. Regardez. Le talent individuel, c'est quelque chose d'important. Ça permet souvent de faire la différence. Après, d'associer les qualités des uns et des autres, c'est plus complexe, ça prend plus de temps.
Patrick Pelot. Je n'y connais rien, mon pauvre ami. Alors, mais ça ne m'intéresse même pas. Très bien, alors vous vous abstenez. Merci. Non, mais si vous le voulez, mais la parole est libre aussi. Jean-Christophe Buisson, qui lui, il connaît quelque chose. Didier Deschamps devrait faire de la politique, parce qu'il a vraiment des éléments de langage de politicien endurci, alors que ce qui n'arrive pas, lorsqu'il dit les talents individuels, il faut les mettre ensemble, c'est son boulot depuis 6 ans, de faire une équipe constituée avec des pépites qui sont dans les meilleures équipes d'Europe. Regardez l'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, elle a fait ses éliminatoires, 9 victoires, 9 matchs, 39 buts de différence de but, plus 39 en différence de but. Je vous défie de me citer 3 joueurs de l'équipe d'Allemagne qui sont du niveau des Griezmann, des Mbappé, des Pogba. C'est-à-dire qu'on a plein d'individualités et on a un entraîneur qui n'arrive pas à les faire jouer, qui leur fait faire le nul contre le Luxembourg, nul contre la Biélorussie, une victoire à l'arraché en Bulgarie. Il faut arrêter, on n'a pas une équipe digne de ce nom, et parce qu'on a un entraîneur qui n'arrive pas à créer... Il faut le virer alors ? J'en sais rien, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il fasse l'affaire. À chaque fois, lui, il a une culture du résultat qui est insupportable. Je suis désolé, enfin Yves, je pense que tu es d'accord avec moi. Nous, on aime le panache en France. On aime perdre en demi-finale en 82 contre les Allemands plutôt que de gagner péniblement en Bulgarie 1-0 en ayant 3 occasions de but à se mettre sous la dent. On a envie de panache. Et puis si on perd, mais il vaut mieux perdre avec du panache que gagner dans la douleur, la souffrance et le ridicule. Frédéric Dabi, qu'est-ce que les Français pensent de l'équipe de France ? Alors, il y a eu une image qui s'est complètement rétablie. Elle avait été complètement mise plus basse que terre après l'épisode de la Coupe du Monde de 2010, Naïsna. La grève, les autobus, la grève, Ribéry, etc. C'est vrai que cette image s'est fortement rétablie. Sur le plan des résultats dans les grandes compétitions, là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Quart de finale en Coupe du Monde, avec un match contre l'Allemagne extrêmement serré, et puis finale en France, même si la France a perdu contre le Portugal. C'est toujours bon signe d'en vouloir à un sélectionneur quelques mois avant une Coupe du Monde. C'est ce qu'on disait pour Jacquet fin 97, début 98. Mais Jacquet. Je vous rappelle qu'en 98, on avait gagné la Coupe du Monde. Je le dis parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas la philosophie de jeu de l'équipe de France avec Deschamps. Yves Tréhard. Écoutez, moi je pense qu'en fait, ils ont la trouille au ventre. Ils ont la trouille au ventre depuis pas mal de temps, là, cette équipe de France. C'est des gens des jeunes, qui ont peur de retomber justement dans les critiques qui étaient formulées il y a 7 ou 8 ans, quand il y avait eu l'épisode sud-africain. Et ils n'ont pas beaucoup, ils sont jeunes, hein. Beaucoup d'entre eux sont très très jeunes, tous ceux que Jean-Christophe a cités. Bon, Mbappé c'est le plus jeune, mais les autres, ils ont entre 20 et 22 ans. Ils payent l'ISF. Et ils payent sans doute... non, parce que justement, beaucoup d'entre eux partent à l'étranger parce qu'ils ont des conditions fiscales qui sont plus intéressantes qu'en France. La fiscalité française, et comme chacun sait, c'est pénalisant. Mais en plus, c'est pris en charge par les clubs, très souvent. Mais ils ont la trouille parce que l'entraîneur leur dit placez-vous comme ça, défendre, etc. C'est un peu un profil il leur lâche pas la bride. C'est un peu un Aimé Jacquet. Alors après, il y a une deuxième chose quand même. Le match qui était ennuyeux au possible, et que je sais vous n'avez pas loupé samedi soir. La première mi-temps était tout à fait consommable, si je puis dire. Et la deuxième mi-temps, ils sont tombés contre une équipe de bouchers des Balkans qui les a... Et puis les sangliers mangeaient des saloperies. Mais moi je l'aime bien. Moi je les aime bien. Moi j'adore des bonnes excuses. J'adore ce football-là. Non mais je veux dire, ils ont été pris à la gorge par des gens qui en voulaient beaucoup, et qui les ont malmenés d'une certaine façon. Et quand on dit, heureusement qu'il y a du talent pour marquer un but comme celui de Blaise Matuidi, heureusement qu'il y a un talent comme Loris pour arrêter ce qui a failli être l'égalisation et ce qui aurait pu l'être, et là on aurait été gros gens comme devant, dirait l'autre. Et Josh nous félicite sur le chat du Figaro, enfin un sujet sérieux. Alors je vous propose de terminer cette émission en rendant un hommage tellement mérité à Jean Rochefort, ce grand acteur dont nous avons appris la mort aujourd'hui. Et cette fois-ci, Patrick Pelot, vous avez quelque chose à dire. Ah bah oui, mais comme les téléspectateurs et comme nous, on adorait Jean Rochefort. Et puis surtout, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. C'était un homme d'une humanité extraordinaire, mais c'est pour ça que le public l'aimait tant, parce que ça resplendissait. Il y avait une générosité, une gentillesse, une bienveillance, une politesse, une classe incroyable. C'est un monument. Et on se rappelle tous, là, en coulisses, on évoquait tous les films que La Fête commence, Les Grands-Ducs. C'est vraiment ridicule. C'est un homme qui était absolument merveilleux. Et c'est là, si vous voulez, où cet acteur, ce comédien, cet artiste si populaire,
en fait, le public ne se trompe pas. C'est ça, c'est-à-dire que le mot populaire, les artistes populaires, le public ne se trompe pas. C'est des gens d'une très très grande valeur. Et il va énormément manquer, et il ne faut jamais être pessimiste, parce que faut toujours croire qu'il y en a des nouveaux qui arrivent et qui vont faire le job. Et je pense vraiment que c'est un exemple pour ceux qui se lancent dans la carrière ou qui font ce métier de comédien. Vous avez déjà commencé à répondre à la question de Jean qui nous disait quels sont les films, qui nous interroge, quels sont les films favoris avec Jean Rochefort de nos invités, Yves Tréhard. Alors moi, c'est Que la fête commence, incontestablement. C'est un film historique sur la Régence. Il s'agit de Louis XV, une histoire avec un duc breton qui veut le renverser. Et c'est un film d'une finesse où on retrouve d'ailleurs toutes ces figures du cinéma français que sont Marielle, que sont Jean Noiret, et on pourrait Philippe Noiret, pardon, et on pourrait y associer d'autres figures dans d'autres films. Moi, ce que je retiens de Jean Rochefort, c'est que, si vous voulez, c'est le cinéma français. C'est du cinéma français. Vous savez, c'est les films de Claude Sautet, quand on entend les couverts dans les brasseries, les verres qui s'entrechoquent. C'est tout ce qu'on aime. C'est ce cinéma-là. L'Horloger de Saint-Paul, il était dans l'Horloger de Saint-Paul. Et on va dans des brasseries, on mange de la daube, on mange de la blanquette de veau. Ça sent la France. Et Rochefort, c'est ça. En plus, il avait un humour absolument très décapant. Très british. Ouais, pour le coup. Mais bon, c'est toute une génération qui s'en va, là, finalement. Après Claude Rich, il n'y a pas longtemps. Jean-Christophe Buisson, la critique du cinéma fait partie de Moi, vos film préféré, Le Crabe Tambour de Pierre Schoendorfer, évidemment. C'est vraiment un film qui m'avait marqué. Moi, je trouve que Jean Rochefort incarne aussi la passion que nous avons aujourd'hui pour Jean Rochefort, c'est la passion pour une époque un peu révolue. C'est c'est quand même les années 70, d'ailleurs, son pic de carrière, c'est les films d'Yves Robert. Voilà, Yves Robert. Et cette France de Pompidou et de Giscard. Et lui incarnait cette espèce de bourgeoisie à la fois très traditionnelle, très classique, très élégante, et en même temps dans la libération des mœurs, qui était vraiment cette époque. Et finalement, on se dit, cette époque, on avait moins de chômage, on avait moins de crise, et on est nostalgique évidemment de ça. Je n'ai pas dit c'était mieux avant, je dis que notre passion pour Jean Rochefort, on peut tout dire. Je vois tout dans votre regard, que notre passion pour Jean Rochefort vient aussi du fait qu'il incarne effectivement la France, l'élégance française, le cinéma français d'une autre époque où il nous semble qu'on était plus heureux qu'aujourd'hui. Frédéric Dabi. Cette France que vous avez très bien décrite, on la voit dans le film de Copin, Un éléphant, ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Justement, il y a quelques mois, nous a quitté Victor Lanoux. Et puis moi qui aime la politique et le verbe, ridicule, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce qu'on voit très bien la force oratoire, les joutes sous l'Ancien Régime, à l'époque de Louis XVI, quelques années avant la Révolution, la misère des campagnes, et c'est un vrai... ça fait écho au film dont parlait Yves, Que la fête commence. Voilà, c'est vraiment une très grande diversité. Puis un de ses derniers films qui s'appelait Floride, avec Sandrine Kiberlin, où il joue le rôle plus ou moins d'un malade d'Alzheimer. Et on lui demande, dans une interview, je crois, dans le JDD, mais on n'ose pas vous poser la question, mais était-ce un film de compétition, était-ce un rôle de compétition? Il dit ah non, mais je suis beaucoup trop jeune. Ils auraient dû prendre Michel Bouquet pour ça. Voilà. Avec, je ne sais plus quel acteur il a cité, mais quelqu'un de beaucoup plus vieux que moi. Voilà, c'était vraiment tout lui, quoi. Vous trouvez qu'il y a des héritiers aujourd'hui dans le cinéma français de ces grands comédiens qui, malheureusement, parce que c'est leur génération, nous quittent l'un après l'autre? Je pense que je ne sais pas. La bande du Splendide, peut-être. Les Lermites, oui, Blanc. Les Lermites, ça. Ouais. Ils sont peut-être. Qui jouent d'ailleurs dans Que la fête commence. Oui. Il y en a quelques-uns qui jouent. Sans doute ceux-là. Mais c'est vrai qu'il y a une jeune génération, on a l'impression qu'ils pensent plus compter combien ça peut leur rapporter plutôt que de savoir ce qu'ils peuvent apporter au cinéma. Pour c'est un peu gênant. Le problème, c'est qu'il faut des réalisateurs pour mettre en scène des gens comme Jean Rochefort. Il faut des Schoendorfer, des Yves Robert, des Patrice Lecomte. Et ce type de réalisateurs, je crois, c'est eux qui manquent au cinéma français plus que les comédiens qui se révèlent par ce type de réalisateur. Mais il faut pas être pessimiste. La France fait énormément de films chaque année. On a une industrie du cinéma. Non, peut-être pas suffisamment bien. Trop, on voit que vous ne les voyez pas tous. Suffisamment. Non, ça vous avez raison. Mais je crois qu'il faut quand même faut espérer que justement ça inspire ces comédiens et ce souvenir qu'on a là, ça inspire des jeunes ou des moins jeunes à continuer ce magnifique métier de comédien et d'artiste
avec ces valeurs-là, telles que c'est des Jean Rochefort, des Philippe Noiret, Hirsch, ça portait ça, quoi. C'est ça qui nous manque. C'est une espèce de générosité. Ça transpirait. C'est signe extérieur de richesse. Jean Rochefort, c'était des chevaux plutôt que des yachts, donc c'est plus élégant. Frédéric Dabi, les Français, ça touche leur morale, vous croyez, ce genre de nouvelles, où ils se disent, bon, c'est la vie comme elle va. Est-ce que ça a un impact, comme la vie politique Je ne pense pas qu'il y ait en fait, un impact réel, mais ce sont des petites gouttes de mélancolie qui viennent dans la vie des gens. Hein. Claude Rich, il y a quelques mois. Qui adore la mélancolie. Voilà. Et donc la nostalgie, elle peut être un peu piégeuse. C'est vrai que Jean Rochefort, on se dit, il y avait 4 copains dans ça trompe, il ne reste que Claude Brasseur et Guy Bedos. Voilà, c'est une manière de voir le temps qui passe. Jean Rochefort était bien classé dans le baromètre qu'on fait une fois par an avec le JDD, le top 50 des personnalités. Il n'a jamais été premier parce que c'est pas quelqu'un qui s'est mis en avant. Il n'a pas fait des déclarations tapageuses. Je crois qu'il n'a jamais pris vraiment une position politique. C'est vraiment dans son rôle d'acteur, mais il y avait une vraie proximité et un vrai attachement. Merci à tous les 4 de ce bel hommage ô combien mérité à Jean Rochefort. Voilà, c'est la fin de Point de vue. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonsoir.